Donc là, donc je vous remercie de vous être déplacé parmi nous aujourd'hui. Et, on est très heureux de vous accueillir pour ce 5e symposium, dans lequel, en fait, si j'ai bien compris, hein, ça va être un regard croisé de vous trois sur, autour de 4 grandes questions. Qui sont regroupées sur la thématique évidemment des perspectives de professionnels scolaires sur la transition du jeune enfant vers l'école. Et donc, 4 grandes questions que vous allez discuter. Tout d'abord, quels sont les regards portés sur les enfants entrant à l'école? Quelles sont les conceptions et attentes en lien avec la transition? Comment est pensé le rôle de l'école dans la transition? Et comment la transition vers l'école constitue-t-elle un processus où les inégalités socio-éducatives se renforcent ou se réduisent? Donc, merci à vous. On accueille donc Xavier Connu, c'est bien ça? Myriam Garcia Pérez. Myriam Garcia Pérez Qui n'est n'est pas pas là, là. Donc, justement, on était quatre, voilà. malheureusement. D'accord. Donc, on excuse bien volontairement, bien volontiers Myriam Garcia Pérez, Marie Ouzen et Sandrine Angelo Huguenot. Je vous remercie. Je vous laisse la parole. Donc, vous avez on a dit, un temps de 45 minutes et je vous arrête à 20 minutes avant. C'est ça? Bon, peut-être un quart d'heure, 5 minutes, en fonction du monde. Bon, on va jouer, Voilà. je crois. Enfin, ok. Alors, on était déjà venus, enfin, certains d'entre nous, en l'occurrence Marie, moi et puis d'autres collègues, au colloque de 2023, présenter certains résultats déjà sur la transition vers l'école. Et puis donc, ce qu'on va présenter aujourd'hui, c'est une suite de ces travaux-là, avec l'ajout de tous les aspects que Xavier va nous amener. Donc voilà, on va interroger en fait ce que cette transition vers l'école, elle implique pour l'enfant, pour les professionnels, pour les institutions, en termes de pratique, en termes de conception, en termes d'attente, en termes d'enjeux d'égalité aussi. Euh, et nos travaux viennent de différents contextes. Alors, pour ceux de Xavier et les miens, c'est le contexte suisse, où depuis 2006, on a eu une nouvelle loi en fait qui a institué l'obligation scolaire des 4 ans. Donc tout enfant ayant eu 4 ans au 31 juillet commence l'école l'année suivante et on a 2 années de préscolaire mais qui en fait sont maintenant vraiment accolées à l'école primaire. Donc on parle de 8 ans d'école primaire et après 3 ans de secondaire 1. Et dans ces 8 ans d'école primaire, ben, les 2 premiers degrés, le degré 1 et 2, qu'on peut appeler première ou deuxième primaire ou première ou deuxième Armos, ça dépend des cantons. C'est vraiment ce qu'on appelait autrefois l'école enfantine. Donc voilà. Et puis du côté de Marie, c'est la région Wallonie-Bruxelles, avec chez eux une obligation scolaire à partir de 5 ans en maternelle, mais une fréquentation de la maternelle dès 2 ans et demi. Dans des classes d'accueil, puis dans des classes de première maternelle, etc. Donc avec des classes souvent chargées, souvent pas un encadrement spécifique pour les jeunes enfants. Enfin voilà, un contexte dont Marie vous parlera mieux tout à l'heure. Voilà. J'aurais déjà dû passer à cette dia pendant ce que tu disais. Non, c'est bon. C'est ça, très bien. Alors, Par rapport aux recherches qu'on va évoquer, moi je travaille dans le canton de Vaud, à la HEPL, donc à la Haute École Pédagogique du canton de Vaud. Et c'est dans cette institution qu'on a une équipe de recherche qui s'appelle ENSCOL, qui travaille justement sur l'entrée dans la scolarité, avec d'un côté une recherche large par questionnaire qu'on a envoyé à tous les enseignants qui travaillent dans ce degré. Et on a eu 408 réponses et où on est allé explorer en fait leur représentation de leur rôle, de leur métier, de ce degré scolaire, des enfants, de leur relation aux parents, de leur relation à l'institution, enfin voilà, tout un tas de choses comme ça. Et puis aussi une deuxième recherche qui a été faite par ma collègue Catherine Amendola, où elle a allé interroger des enfants de 1 2P justement sur
leur représentation de l'école sur le sens qu'ils donnent à ce qu'ils vivent à l'entrée dans l'école. Et du coup, ben, elle n'a pas pu venir là aujourd'hui, mais j'évoquerai les deux résultats des deux recherches dans ce qu'on va discuter. Alors, je vous parlerai aussi à partir de mon contexte suisse, mais qui est un autre canton en Suisse, le canton de Fribourg, et ça a son importance dans le système suisse, parce qu'on est dans un système fédéral où chaque canton a son système scolaire. Alors, il y a eu dans ce processus que Sandrine a évoqué avant un certain nombre d'harmonisations, par exemple l'âge d'entrée à l'école à 4 ans, mais au-delà de ça, on peut vraiment avoir des politiques très différentes selon les cantons. Si on reste sur notre thématique de la transition de l'entrée à l'école, par exemple, quant aux ressources mises en place pour accompagner ou pour soutenir les enseignantes qui accueillent les enfants en première année, pour tout un ensemble de choses là autour. Donc, ce n'est pas le même contexte, en tout cas pas entièrement le même contexte, même si voilà, cet âge d'école obligatoire à 4 ans, c'est quelque chose qui nous relie. Dans ce qui nous relie autour de ça, ben, on a la même chose, hein. On a cette période du 4-6 ans, ces 2 premières années d'école qui s'appelaient aussi école enfantine, puis qui aujourd'hui alors sont censées être appelées 1-2H, mais avec aussi cette inclusion dans le primaire. Donc ça, c'est un gros changement quand même. Et d'ailleurs, dans la pratique, on a ce terme d'école enfantine qui est encore beaucoup utilisé. C'est pas anodin par les enseignantes sur le terrain qui y travaillent, mais formellement, dans le contexte fribourgeois en tout cas, on ne devrait plus utiliser ce terme. Le discours, c'est de dire maintenant, ça fait partie du primaire, c'est la 1H dans ce primaire qui va de la 1H à la 8H. Je vais donner mes regards à partir de différentes recherches que j'ai faites, grosso modo, dans le contexte fribourgeois, autour des collaborations autour de la transition vers l'école. Et notamment, je vais passablement m'appuyer sur une recherche ethnographique que j'ai menée autour de cette transition dans un établissement scolaire d'un quartier de la ville de Fribourg, qu'on pourrait décrire comme un quartier périurbain, dont l'école accueille des enfants majoritairement de familles issues de la migration et aux revenus modestes. Voilà, où j'ai été observer cette transition. Et puis je me baserai aussi sur un travail récent d'état des lieux fait avec une collègue sur toutes les recherches menées en Suisse sur la transition de l'entrée à l'école ces 25 dernières années. Et donc, moi, je vais vous parler alors plutôt du contexte de la Fédération Wallonie-Bruxelles, donc une des régions de Belgique, dans laquelle donc nos enfants entrent à l'âge de 2 ans et demi à l'école. Donc, l'obligation scolaire depuis 2020 a été abaissée de 6 ans à 5 ans. Donc, maintenant, la dernière année de ce qu'on appelle l'école maternelle est devenue obligatoire suite à diverses réformes. Mais il faut savoir qu'environ 90% des enfants à l'âge de 3 ans sont inscrits dans le système scolaire et 2 ans et demi, en fait, c'est à peu près pareil. On a plus ou moins 90, on a un peu moins de données sur les 2 ans et demi parce qu'en fait, ces enfants de 2 ans et demi n'ont pas une place juridique. Donc, un enfant de 2 ans et demi qui est inscrit à l'école est en fait inscrit comme un enfant de première maternelle. Donc, il n'y a pas de statut vraiment légal de cet enfant de 2 ans et demi, même si il est tout à fait légal que les écoles acceptent ces enfants de 2 ans et demi. Et d'ailleurs, plus ou moins 90% des enfants sont inscrits. Maintenant, on sait bien qu'inscription ne veut pas forcément dire fréquentation, mais néanmoins, il y a quand même une fréquentation assez massive de ces enfants de 2 ans et demi dans l'école. Alors, ils sont accueillis dans des classes qui, dans 60% des cas, regroupent des enfants de 2 ans et demi, donc de classe d'accueil, comme on l'appelle. Donc, c'est vraiment cette première classe de l'école maternelle avec des enfants de première maternelle. Donc, des enfants qui connaissent quand même déjà un peu les us et coutumes de l'école. Alors, je regarde ce que j'ai mis. Oui, donc classe d'accueil. Alors, ma recherche, enfin, les résultats que je vais vous présenter ici sont issus de ma recherche doctorale que j'ai défendue il y a peu de temps, un peu moins d'un an, qui était, donc, dont la thématique principale était l'entrée à l'école maternelle et dans laquelle j'ai pu faire une méthode mixte, hein. Donc, on a d'abord fait un état des lieux des pratiques de transition que les enseignants mobilisaient lors de cette entrée à l'école maternelle pour essayer un peu de comprendre d'un point de vue quantitatif, tiens, qu'est-ce qui se fait? En fait, on a remarqué qu'il y avait pratiquement rien qui se faisait pour accueillir ces très jeunes enfants dans un système qui est absolument pas adapté pour eux, et j'y reviendrai par après. Et puis alors, à la suite de cette étude quantitative sur un échantillon représentatif, on avait pris un échantillon de 500 établissements et on a eu un taux de participation de plus ou moins 83%, donc c'était assez énorme. Donc on voit bien que la thématique au niveau des professionnels, bah, elle questionne. Bon, on a eu une super méthode. J'ai beaucoup passé ma vie au téléphone à ce moment-là pour solliciter les écoles, ressolliciter, etc. Enfin, néanmoins, ça a bien fonctionné. Et à partir de cet état des lieux, en fait, on a identifié
4 écoles où elle mettait en place des pratiques, un peu plus de pratiques que les autres écoles en fait. Et donc, il y avait dans le questionnaire, on avait recensé 21 pratiques possibles de transition et on a fait le choix d'aller faire des observations dans des écoles qui mettaient en place de manière cumulée 7 de ces 21 pratiques qui pouvaient aller du courrier type envoyé à tous les parents à des pratiques beaucoup plus individualisées comme une familiarisation, donc le fait d'accepter que les parents viennent dans l'école, le fait que l'enfant puisse fréquenter petit à petit l'école maternelle. Et donc là, j'ai fait des observations in situ, des entretiens avec les enseignantes, ce qu'on appelle chez nous les péricultrices, mais qui sont en fait les assistantes maternelles en France, les directions et les accueillantes extrascolaires, donc les personnes qui accueillent les enfants le matin avant l'heure du début de la prise en charge par l'enseignante et puis en fin de journée. Et donc, j'ai pu aussi analyser les tensions professionnelles que ces enseignantes peuvent vivre et aussi les relations école-famille, parce que j'ai également interviewé des parents. Donc la première question sur laquelle on souhaitait s'arrêter à partir de ces différents terrains de recherche, c'était quels sont les regards portés par les professionnels de l'école. Hein, on va se centrer vraiment là-dessus dans le cadre du SIMPO, sur les enfants entrant à l'école. Alors, du côté de ces acteurs de l'école, alors je dirais que dans mes travaux, pour ce qui me concerne, alors bien sûr, il y a des différences interindividuelles sur lesquelles, avec plus de temps, on pourrait s'arrêter. Je veux dire, il y a des regards quand même assez différents d'une enseignante à l'autre, et puis il faut bien sûr le mentionner, mais globalement, quelque chose qui m'a frappé dans la recherche que j'évoquais avant, mais aussi dans une autre recherche que j'ai menée pour sonder le regard des cadres de l'école du canton de Fribourg sur la transition, c'est cette force d'une vision considérant que l'enfant doit arriver à l'école disposant d'un certain nombre de compétences. C'est quelque chose quand même d'assez marqué dans le regard porté sur les enfants entrant à l'école, des compétences attendues et à construire en amont. Concrètement, ça va être des compétences qui vont porter par exemple sur certaines formes d'autonomie. Dans un contexte suisse aussi, ou peut-être qu'il faut situer par rapport Vous êtes du contexte français, vu que vous êtes seul. Voilà. Bah, dans un contexte suisse où, par exemple, alors on est plus tard, hein, les enfants ont 4 ans, mais par exemple, il n'y a pas d'ATSEM. Donc, l'enseignante est seule en classe. Donc, il y a aussi des attentes, par exemple, de compétences d'autonomie liées au fait de pouvoir aller aux toilettes tout seul, qui sont ça aussi. Pardon. Euh, ça dépend, mais dans les premières années, dans le canton de Fribourg, en général, c'est autour d'une vingtaine d'élèves, mais ils ne sont pas toujours ensemble. Donc, c'est les premières, deuxième années qui sont regroupées. Et puis, une partie du temps, il n'y a que les premières années. Là, souvent, c'est une demi-classe. Et puis, quand il y a les deux groupes, les deux classes, ils sont entre 20 et 25. Donc, pas d'ATSEM. Donc, voilà, des compétences d'autonomie notamment, mais des compétences aussi de tout un ensemble de choses visant à permettre d'entrer dans le fonctionnement scolaire, des choses comme tenir la paire tenir le crayon, savoir découper. Et puis aussi tout un ensemble de compétences tenant plutôt à la maîtrise de règles de vie en groupe, d'être capable de fonctionner dans un collectif, d'exprimer ses besoins à l'enseignante quand on en a, enfin, tout un ensemble de choses. On retrouve un peu l'idée de Glassman d'un enfant scolarisable, qui arrive à l'école en étant déjà préparé et en disposant déjà de compétences attendues qui permettent aux enseignants de travailler avec cet élève. Il en résulte alors de fortes attentes dans ce que je constate adressées aux parents et, notamment dans le cadre de l'enquête que j'évoquais avant, un regard assez négatif porté sur les enfants jugés non prêts à entrer à l'école au regard de ces standards. Et les parents, et là, il y a d'autres travaux en France qu'on peut mentionner, hein, ceux de Pierre Perrier, par exemple, ou de Taniel Tin, enfin, les parents dont les pratiques sont jugées le plus déficitaires et qui ne correspondent pas à ces attendus, évidemment, ce sont les parents de milieux populaires. Dont les enseignantes rencontrées sur le terrain vont par exemple dire ici dans ce quartier, on a des enfants qui arrivent avec rien. C'est quelque chose quand même de dire ça. On a des parents qui ne se rendent pas compte, des choses comme ça. Et peut-être une autre chose que je constate aussi dans le discours de nombreux acteurs de l'école rencontrés, y compris au niveau de sa gouvernance, hein, dans le contexte fribourgeois, c'est le sentiment d'une actuelle péjoration à ce propos, hein, avec l'évocation notamment d'une recrudescence de difficultés de comportement avec lesquels les élèves arriveraient en classe. En résumé, une partie des élèves arriveraient de moins en moins près.
et mettrait à mal la possibilité pour les professionnels de l'école d'accompagner efficacement leur entrée en scolarité, avec là derrière une vraie souffrance d'ailleurs du personnel enseignant. Pour moi, il y a quelque chose à déconstruire, mais je le ferai dans les questions, autour des questions suivantes. Mais en tout cas, c'est quand même ça le point de départ. Et avec aussi pour ces enseignantes de première année des enjeux assez importants en termes de reconnaissance de la complexité de leur travail, de besoin de ressources et que le système ne pense pas que les ressources pour les plus grands, mais pense des ressources pour les plus petits, etc., etc. Donc voilà, peut-être sur cette première question. Alors pour compléter les propos de Xavier, chez nous, en Fédération Wallonie-Bruxelles, on retrouve de manière très très similaire les mêmes problématiques, hein. Donc le regard des enseignantes, je vais parler d'enseignantes parce que je n'ai rencontré que des enseignantes et que 90%, même un peu plus, en Fédération Wallonie-Bruxelles sont des femmes dans ce métier. En fait, elles portent un regard assez ambivalent sur les enfants. À la fois, elles reconnaissent la vulnérabilité de ces jeunes enfants qui arrivent dans ce système et elles en parlent en disant, oui, ils débarquent dans la jungle. Donc elles mesurent vraiment le choc que peut représenter cette rentrée à l'école pour de si jeunes enfants. Et en même temps, donc elles voient bien que c'est un être en développement, que c'est un être vulnérable, mais d'autre part, ben, elles ont aussi énormément d'attentes. euh, qui sont liées à la fois aux contraintes institutionnelles, mais aussi aux prescriptions scolaires, dont je reviendrai un petit peu par la suite, qui les amènent finalement à voir ces enfants comme des élèves en devenir et à avoir aussi des attentes. Moi, j'avais parlé dans ma thèse d'enfants préformés, un peu comme ces comme ces maisons préfabriquées ou ces bétons, il suffit de mettre de l'eau et puis on a du béton. Ben voilà, c'est un peu cette idée d'avoir des enfants bien prémoulés pour pouvoir rentrer rapidement dans les apprentissages. Alors, cette ambivalence, bah, elle se manifeste dans des attentes implicites, hein, qui sont portées sur les enfants et les familles, comme Xavier en a parlé juste avant. Donc, chez nous, principalement, la première attente qu'elles ont, c'est d'avoir des enfants qui arrivent propres à l'école maternelle. Alors, on n'est pas trop surpris en France parce que vous êtes confrontés aux mêmes problématiques, hein. Vous les accueillez, je pense que l'école peut les accueillir dès 2 ans légalement, mais qu'en fait, dans la majorité des cas, c'est plutôt 3 ans. À 3 ans. Non, non, c'est ça. Tout à fait. Ben, chez nous, c'est pareil. En fait, ça a longtemps été aussi cette obligation d'être propre avant d'arriver à l'école maternelle. Et donc, effectivement, il reste cette attente qu'on peut expliquer, et je viendrai vraiment dans pas longtemps dans la suite de mon exposé. Alors, il y a d'autres attentes, hein, manger seul, écouter, savoir rester assis, parler correctement, donc un minimum de politesse, dire bonjour, merci, s'il vous plaît, etc. Ça, c'est des attentes que les enseignantes peuvent donner et que j'ai recueillies en fait dans l'analyse, dans le questionnaire en fait, dans l'état des lieux. Et ces attentes, elles sont très souvent non explicitées aux familles, donc elles restent extrêmement implicites. Donc certaines familles les connaissent bien parce que proches de la culture scolaire, et d'autres familles, les familles les plus populaires, vont moins bien les connaître. Et donc, comme Xavier l'a mis en évidence, chez nous aussi, on a mis en évidence que certains enfants sont d'emblée pensés et perçus sous l'angle du manque, et que ça peut participer, dès la rentrée à l'école maternelle, à une forme de stigmatisation précoce. Alors, ces perceptions et ces attentes que les enseignantes portent à l'égard des enfants, on peut aussi les comprendre quand on regarde les conditions d'exercice du métier. En Fédération Wallonie-Bruxelles, dans 25% des cas, les enfants sont accueillis dans des classes où il y a déjà plus de 30 élèves. Donc moi, j'ai rencontré une enseignante qui travaillait à Bruxelles, qui est un contexte vraiment particulier parce qu'il y a un boom démographique avec un manque de place dans les écoles maternelles, et il y a cette obligation, hein, de pouvoir disposer d'une place à l'école maternelle chez nous. Donc, en fait, les classes sont surbondées. Donc, cette enseignante était toute seule avec 44 enfants de 2 ans et demi, sans péricultrice, avec 8 langues parlées différentes dans sa classe. Donc, c'était l'enfer, quoi. Donc, on peut bien comprendre que dans ces conditions-là, alors évidemment, c'est pas représentatif de l'ensemble des conditions. En moyenne, il y a 25 enfants par classe. Et chez nous, les rentrées se font de manière échelonnée. Donc, dès que l'enfant a 2 ans et demi, donc dès 2 ans et demi, pouf, il peut rentrer à l'école maternelle le jour de ses 2 ans et demi. Et donc, ça fait que on a une grosse rentrée le 1er septembre avec un petit groupe d'élèves qui est là. Donc, tous les enfants qui sont nés à partir du 1er mars vont être accueillis au début de l'année, dès début septembre. Et puis, alors après, bah, les enfants seront accueillis en fonction de leur mois de naissance. Et donc, elles accueillent comme ça des petits nouveaux toute l'année pour atteindre, alors en juin, un effectif qui peut aller, bah, voilà, jusqu'à 44 enfants
Hein. Donc, on voit bien que les conditions d'exercice du métier avec ces classes surchargées, bah, c'est pas évident. Donc, on peut aussi comprendre qu'elles aient ces attentes-là, non pas parce qu'elles ne veulent pas s'intéresser au bien-être des enfants ou à cette tâche de care, mais parce qu'en fait, dans les conditions, bah, c'est extrêmement compliqué de pouvoir s'attarder à ces tâches considérées comme moins importantes que l'enseignement. Elles accueillent des enfants très très jeunes, avec une formation initiale qui est très peu axée sur la spécificité des jeunes enfants, mais beaucoup plus axée sur l'acquisition de discipline. Et donc, du coup, bah, elles se sentent aussi un peu démunies par rapport à ça parce qu'en fait, elles ne savent juste pas comment faire pour s'occuper d'enfants si jeunes. Euh, et donc, elles vivent très souvent, et j'y reviendrai aussi dans la suite de la présentation, un véritable dilemme entre à la fois leur conception du métier, moi mon vrai métier c'est enseigner, et puis les besoins spécifiques des tout-petits auxquels elles font face tous les jours. Alors évidemment, ces regards-là, ils ne sont pas homogènes. J'ai été dans des écoles dites à pédagogie active, donc chez nous on a des écoles typées un peu Freinet par exemple, qui ne sont pas des écoles privées, hein, qui sont des écoles publiques. Et là, on peut voir qu'alors le regard est un petit peu différent et que c'est comme s'il y avait une autorisation à s'intéresser au care et à prendre le temps quelque part. Donc on voit que ces regards ne sont pas homogènes en fonction des pédagogies dans lesquelles elles travaillent, mais aussi en fonction des ressources institutionnelles de l'école. Et puis alors, j'ai pu observer aussi certaines enseignantes qui essayent de trouver des stratégies de réconciliation entre ce care et puis ces tâches plus scolarisantes d'enseignement, notamment par l'observation en milieu d'accueil. Donc elles vont en crèche observer en se disant, ben, finalement, comment est-ce qu'on fait pour s'occuper de ces enfants-là? Parce que quelque part, ces enfants de 2 ans et demi, chez nous, ils deviennent trop grands pour la crèche. Les professionnels de la crèche disent, ben non, ils s'ennuient, il faut qu'ils passent à l'école. Et puis arrivés à l'école, ah oui, mais non, mais ils sont beaucoup trop petits pour l'école, on ne sait pas leur apprendre quoi que ce soit. Donc on voit bien que cette tranche de 2 ans et demi, c'est un peu le no man's land et que c'est compliqué pour tout le monde. Voilà, moi je vais faire une petite digression du côté des enseignantes et d'un élément qu'elles ont évoqué dans le questionnaire. On leur a demandé quel événement de leur vie privée ou de leur vie professionnelle avait vraiment bousculé leur représentation de leur rôle. Et une grosse partie d'entre elles nous nomment que le fait de devenir parent avait été un élément qui vraiment avait bousculé leur représentation de leur rôle d'enseignante là de petit. Euh, Elles évoquent déjà qu'elles se sont rendues compte finalement du développement en live d'un petit de la naissance jusqu'à l'âge de 4 ans et qu'elles ont pris conscience à ce moment-là des compétences ou des besoins de ces petits élèves. Euh, Elles évoquent aussi la question d'être parent et disent, ben, quand j'ai été parent, je me suis rendu compte de ce que ça pouvait faire, les choses qu'on nous dit sur notre enfant, et du coup, j'ai conscientisé mieux l'attention qu'il fallait porter à choisir des mots pour dire aux parents quand il y a des difficultés, etc. Donc, ça les a impactés dans ce rapport aux parents. Elles évoquent aussi que ça les a impactés du côté de leur enseignement, finalement. Comment je présente les choses, comment je respecte le rythme de mes élèves, comment je m'intéresse à leurs besoins. Donc vraiment, tous ces éléments-là qui ont été impactés par le fait de devenir parent. Et puis, dans notre questionnaire, on avait une autre question qui posait la question de qu'est-ce qui a changé dans leur quotidien scolaire de manière positive ou négative. Et là, on a aussi énormément de réponses qui nous disent que ce qui a changé dans leur quotidien scolaire, c'est les élèves. Et elles portent un regard très, très négatif sur les élèves qu'elles reçoivent, en disant qu'elles ont de plus en plus d'élèves qui manquent d'autonomie, qu'elles ont de plus en plus d'élèves qui sont sous-stimulés, qu'elles ont de plus en plus d'élèves qui ont des difficultés de comportement, qui ont de plus en plus d'élèves qui ne sont pas capables d'entrer dans les apprentissages, etc. Euh, et pour moi, c'était vraiment confrontant de me dire, mais d'un côté, elles me disent, quand j'ai été parent, je me suis rendu compte des besoins de l'enfant, etc. Puis d'un autre côté, elles portent ce regard assez négatif sur les élèves. On a aussi dans cette même catégorie un regard sur les parents, où le regard sur les parents est tout aussi dur, on va dire, que celui qu'elles portent sur les enfants. Et du coup, j'ai essayé d'aller assez finement en me disant, oui, mais c'est elle qui me dit, mon enfant a besoin particulier, a vécu des choses difficiles à l'école, elle va quand même pas me dire en parallèle que les enfants à besoin particulier posent problème dans l'école. Et effectivement, alors,
j'ai des différences à intérêt individuel. J'ai quand même des gens qui me disent mon enfant a mal vécu l'école ou devenir parent m'a fait prendre conscience de plein de choses et qui vont plutôt, dans les éléments négatifs, évoquer des questions contextuelles en disant mais l'obligation scolaire a été accompagnée d'un changement de plan d'études et que là, on a une école qui va trop dans les disciplines, qui va trop vite vers les apprentissages scolaires, qui donne pas le temps d'apprendre, entre guillemets, le métier d'élève, etc. Donc, ils vont plutôt déplacer le point problématique sur la structure scolaire plutôt que sur les élèves ou les parents. Mais j'en ai aussi qui, ben, pour mon enfant à moi, j'aimerais une école qui comprend ses besoins. Mais quand je parle des enfants des autres, quand même, ils ne sont pas assez stimulés, ils ne sont pas assez, entre guillemets, formatés pour l'apprentissage. Ça m'a pas mal interrogée, donc je suis retournée dans la théorie en me disant, mais ben voilà, on est sur les représentations sociales, donc les modèles d'Abric ou Moscovici ou Jodelet, enfin ces modèles-là. Et puis du coup, je suis retournée lire Moscovici, par exemple, qui dit que bah, finalement, les représentations sociales, elles appartiennent à un groupe donné. Et je pense que la question centrale, elle est là. La représentation de mon enfant à l'école, c'est une représentation qui appartient au groupe des parents ou de certains parents, qui est teinté émotionnellement, etc. Et que c'est un système de représentation autonome et que le système de représentation que j'ai de mon métier, des parents d'élèves et des élèves, c'est un autre système de représentation. Et que finalement, ils ont, bah, comme on a tous, hein, plusieurs systèmes de représentation qui cohabitent et qu'il n'y a pas ce lien ou cette superposition entre ces deux modèles de représentation. En tout cas, c'est l'explication que j'ai retenue enfin, pour me rassurer un peu en me disant mais comment est-ce qu'elle peut être aussi ambivalente. Voilà. On arrive à notre deuxième question qui est d'essayer de relier ça aux conceptions et attentes en lien avec la transition là derrière. Alors, j'ai de nouveau l'honneur de commencer sur cette question, mais après on va changer l'ordre. Ne vous inquiétez pas. Euh, Moi, dans mes travaux menés dans le contexte fribourgeois, je repère aussi ces ambivalences. Hein, encore une fois, dans les discussions aussi qu'on avait en préparant cette séance, on se disait, mais il faut pas qu'on on n'est pas en train de dire ces méchantes enseignantes qui ont ce regard négatif sur les parents, normatif sur les élèves. Non, c'est plus complexe que ça. Et il y a aussi dans le discours des enseignantes rencontrées sur le terrain quelque chose voilà, qui est de l'ordre d'une forme de contradiction dans laquelle elles sont prises, où moi je relève aussi fortement de leur part, d'un côté, une vision de cette école qu'elle continue à appeler école enfantine, même si le vocabulaire formellement, institutionnellement a évolué, puis qu'elle est maintenant intégrée dans l'école primaire. Elle continue à la voir comme une école de la transition, ou en tout cas qui devrait permettre une certaine transition, une certaine entrée dans le rôle d'élève, donc qui devrait être un espèce de pont entre le préscolaire et puis l'entrée dans la suite du primaire, etc. Et elle revendique ce côté-là, et elle le souhaite, et elle met aussi en place des pratiques dans ce sens-là. Mais paradoxalement, elle retombe aussi rapidement dans ce discours où en même temps, il y a ce côté très normatif, ah, mais les enfants, pour que ça marche, il faut qu'ils arrivent avec ça. Et puis, il y a des acteurs qui ne jouent pas leur rôle là derrière, dont les parents qui ne les préparent pas suffisamment, etc. Donc, il y a d'un côté cette vision qui n'est pas juste une vision de façade, mais qui est une vision souhaitée d'être dans une forme d'espace de transition. Puis en même temps, il y a une vision de la transition pour différentes raisons, notamment systémiques aussi, sur lesquelles je vais rebondir, qui est une vision séquentielle de la transition. Ce que je veux dire par vision séquentielle de la transition, c'est que c'est une vision de la transition de l'entrée à l'école comme une nouvelle étape qui nécessite que les apprentissages de base ou que des apprentissages de base associés à l'étape précédente, dans le cas qui nous occupe, présumé à l'acquisition de compétences, surtout socio-comportementales, soient achevés pour que de nouveaux apprentissages liés à l'étape de l'entrée en scolarité puissent démarrer. Et au-delà de ce que disait Sandrine hein, sur ce système et ces questions de plan d'études, il y a un certain nombre de facteurs dans le contexte fribourgeois qui rejoignent pour partie le contexte vaudois qui, je pense, viennent expliquer ça. Alors, il y a en effet cette primarisation qui vient certainement mettre une pression. Dans l'ancienne école enfantine avait un plan d'études
complètement distinct de celui du primaire. Les enseignantes étaient formées de manière distincte que celle du primaire. Aujourd'hui, leur plan d'études s'inscrit dans le premier cycle du primaire des 4 premières années, donc c'est un plan d'études commun. La formation est quasiment commune avec celle du primaire. On est aussi dans un système euh, où les enseignantes sur le terrain de cette ancienne école enfantine de ces 2 premiers degrés disent régulièrement sentir une pression des collègues des degrés suivants de leur fournir des enfants selon un certain nombre de normes, donc à nouveau prêts selon de nouveaux critères qui vont être ceux de la 3e année, mais où on est dans cette même logique finalement, il faut qu'ils correspondent à un certain standard, donc c'est aussi une pression qui vient d'en haut. Et puis on est aussi dans un système, alors puis là je pense que tous nos contextes nationaux se rejoignent pas mal là-dessus, mais il y a des systèmes qui fonctionnent différemment dans d'autres pays. On est dans un système aussi très divisé entre tout ce qui a trait au préscolaire, à la petite enfance, avant ses 4 ans, et puis tout ce qui a trait à l'école. Donc au niveau institutionnel, ce sont des services différents en charge de la petite enfance et de l'école, ce sont des politiques différentes, ce sont des responsables différents, ce sont des chefs de service, etc. différents. Et ça, c'est certainement aussi un aspect systémique qui vient renforcer cette vision très séquentielle de la transition, où ces 2 mondes séparés, ça ce sont des mots que je récolte souvent sur le terrain, entre ce qui est avant, ce qui est avant l'école, puis ce qui est l'école, et qui vient renforcer aussi cette vision séquentielle de la transition, où il faut que tout un ensemble de choses soit réalisé. Et donc ça vient comme ça collisionner d'une certaine manière, en tout cas c'est mon impression, cette considération d'un côté de dire, mais on a envie d'être dans une forme de transition, mais on a l'impression que pour pouvoir fonctionner dans les conditions qui sont les nôtres, on ne peut pas faire autrement que d'avoir besoin que des enfants nous arrivent prêts. Et ça vient contrecarrer cette volonté de prendre en compte les différences interindividuelles. Alors, on remarque exactement la même chose dans le contexte de la Fédération Wallonie-Bruxelles avec une transition qui est pensée aussi de manière séquentielle. On s'inscrit dans un système divisé avec un ministère qui vont gérer tout ce qui concerne les enfants de 0 à 3 ans et puis le ministère de l'Éducation qui va s'occuper de l'enfant à l'école avec très très peu en fait de liens entre les deux. Donc ces 2 ministères fonctionnent avec 2 administrations différentes qui en fait communiquent très 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 peu entre elles. Et pourtant, dans nos classes, il y a eu une volonté politique, alors pas avec le nouveau gouvernement qu'on a actuellement, mais le précédent, qui était d'essayer de tenter de mettre une assistante maternelle par classe. Donc il y avait cette volonté quand même d'essayer quelque part de faire se rejoindre 2 mondes, hein, le monde de la petite enfance et le monde scolaire. Bon, suite à des restrictions budgétaires, ça n'a pas pu vraiment être le cas, mais néanmoins, il y a quand même eu un peu plus de péricultrices, d'assistantes maternelles engagées dans ces écoles. Alors, cette transition, elle est très régulièrement pensée par les enseignantes hein, comme une rupture à gérer plutôt que comme un processus qui va s'étaler dans la durée et qu'il va falloir accompagner. Euh, donc chez nous, on a forcément plein de différences interindividuelles, mais néanmoins, ce qui revient extrêmement souvent dans les discours, c'est quand je travaille en classe d'accueil, je ne fais pas mon vrai métier enseigner, que ces enseignantes soient là par choix ou par contrainte, hein. Il y a des enseignantes qui choisissent d'être avec les tout petits et d'autres qui attendent que la collègue de 3e maternelle prenne sa pension pour pouvoir faire enfin son vrai métier. Et alors, on a pas mal d'enseignantes qui nous disent, mais en fait, il faut couper net. Il faut absolument que ces pleurs s'arrêtent le plus vite possible. Et pour que ça s'arrête le plus vite possible, l'idée, c'est de couper net. Couper net, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à l'heure actuelle, beaucoup d'écoles, et notamment depuis le Covid, donc pendant le Covid, comme dans énormément de pays, on a tenté de séparer au maximum les gens pour ne pas qu'il y ait de contact et de mélange de microbes. Et donc, les parents pouvaient être accueillis à la barrière de la cour de récréation. Certaines écoles ont continué à mettre en place ces pratiques, ce qui crée forcément des relations école-famille très, très, très faibles, puisqu'il n'y a plus vraiment de contact et c'est très, très difficile de trouver l'espace et le temps pour pouvoir créer ces relations école-famille. Et les enseignantes, voilà un avantage, c'est que les enfants pleurent moins longtemps. Et en fait, chez les enseignantes, il s'agit, les pleurs, c'est une manifestation visible et très nette d'une difficulté. Et quand les adultes qui sécurisent l'enfant s'en vont, généralement, les pleurs s'arrêtent parce que les enfants manifestent très souvent des émotions fortes quand ils sont en présence des personnes qui les sécurisent.
C'est un peu exactement comme quand on va rechercher nos enfants chez nos beaux-parents, qui nous disent, mais enfin, t'arrives, il devient infernal. Je ne sais pas si vous avez déjà eu ça, moi ça m'arrive souvent. Et donc voilà, on voit bien que les enfants ont un peu cette manière de fonctionner. Et donc dans la tête des enseignantes, bah, le fait de les séparer rapidement des parents, bah, ça permet aussi à l'enfant d'aller bien puisqu'il arrête de pleurer. Sauf qu'en fait, quand on les observe finement, on se rend compte que ces enfants-là, ils sont très renfermés, ils participent pas aux apprentissages, alors ils sont très calmes, ils perturbent pas le fonctionnement scolaire, mais néanmoins, ils ne s'investissent pas dans les apprentissages. Alors, cette transition, elle est considérée comme un moment clé par les enseignantes, hein, elles se rendent bien compte, je l'ai dit tout à l'heure, hein, ils rentrent dans la jungle de l'école, etc. Donc, elles prennent la mesure de la difficulté que représente ce moment d'entrée à l'école. Et en même temps, il est très, très peu accompagné par les enseignantes, mais aussi par la formation, par la gouvernance. Il n'y a rien qui les aide, en fait, à s'outiller pour pouvoir accompagner cette transition. Et donc, c'est extrêmement compliqué puisque faiblement encadrée par l'institution, bah, elle ne fait que reposer sur des initiatives personnelles avec des ressources qui sont très inégales d'une école à l'autre. Et donc, il y a des conceptions extrêmement hétérogènes de la manière de gérer cette transition. Et pour vous donner un exemple, donc je vous ai dit, hein, les enfants rentrent de manière échelonnée toute l'année dans cette classe d'accueil, mais il y a le 1er septembre, enfin, le premier jour de la rentrée, donc ça peut être le 31 août ou 30 août, là, il y a une attention portée à cette rentrée. Mais par contre, pour un enfant qui va arriver le 13 octobre, il n'y aura rien de mis en place. Donc là, son parent ne pourra pas rentrer avec lui dans la classe, etc., etc. Alors que le premier jour de la rentrée, là, c'est considéré quand même comme un moment important. Mais sauf qu'en fait, pour l'enfant qui rentre en cours d'année, bah, c'est aussi son premier jour, quoi. Mais là, plus rien n'est pensé. Donc, on voit des conceptions extrêmement hétérogènes et qui sont très peu discutées collectivement, parce que les problématiques qui touchent la classe d'accueil sont des problématiques qui touchent moins le reste des niveaux de la scolarité. Et donc, en fait, dans les réunions collectives, ce ne sont pas les problématiques de la classe d'accueil qui vont être discutées collectivement. Voilà, de mon côté, je vais repartir des éléments théoriques, en fait, les éléments de Garnier-Renard qui posent les étapes de la transition. Cette période de séparation, la marge où on est entre les deux milieux, où on essaye de comprendre, et puis l'agrégation quand enfin on a compris, on est à l'aise, etc. Pourquoi je suis repartie de là? Parce qu'on s'est rendu compte que les enseignantes, théoriquement, elles sont peu au courant aussi de qu'est-ce qui se passe pour l'enfant dans ces périodes de transition, du temps que ça peut prendre pour sortir finalement de cette période de marge, pour être dans l'agrégation, pour être tranquille dans ce nouveau milieu. Euh, alors, comment est-ce qu'on s'est rendu compte qu'elles avaient peu conscience de ça? Parce qu'en fait, on a mis sur pied une formation complémentaire, en fait, une formation continue, centrée vraiment sur la transition, où on avait à la fois des enseignantes de terrain qui avaient entre 2 et 10 ans de pratique, et qu'on a rassemblé avec des enseignants, des étudiants, éducateurs en milieu d'accueil de jour du jeune enfant. Et c'est là, dans les conversations et au cours de la formation, qu'on s'est rendu compte qu'elles n'avaient pas conscience du temps que prenait la transition. Pour elles, la transition vers l'école, c'était l'affaire de, allez, la première semaine d'école, peut-être 1 ou 2 mois pour les enfants qui avaient le plus de difficultés. Elles avaient vraiment cette représentation-là que, bah voilà, très, très vite, ça allait passer. Et puis, là, on leur a présenté les travaux de Catherine Amendola, justement, des petits qui racontent quel sens ils donnent à l'école. Et on voit très nettement que pour eux, il y a un mélange entre école et maison, entre enseignants et famille, où ces petits lui disent bien que l'école, c'est une maison, puis c'est la maison de l'enseignant, puis c'est là où il dort. Euh, et que quand ils dessinent leur école, eh ben, ils dessinent maman, ils dessinent le petit frère, ils dessinent leur jouet préféré, même s'il n'est pas présent dans l'école. Enfin, qu'il y a ce flou, et que ce flou est encore présent chez des enfants de deuxième année d'école enfantine. Donc pour eux, c'est vraiment compliqué de percevoir tout ça. Si on se centre plus sur les enseignantes, on voit qu'elles sont plus préoccupées par la transition vers la suite. C'est un peu ce que vous disiez, Xavier, tout à l'heure, les attentes de ce qui se passe en 3P. Euh, Quand on évoque chez elles la transition, elles disent: ah, mais il faut bien les préparer pour la 3P. Il faut qu'ils aient l'habitude des comportements d'un élève, vraiment. Il faut qu'ils aient déjà certaines acquisitions scolaires. Et c'est un peu ce qu'elles perçoivent de la transition, en gros,
pour elle, la transition scolaire, c'est les préparer au primaire à ce qui suit. C'est pas tellement se préoccuper de cette transition entre famille et école. Je vais pas plus loin parce que on avance. Alors, on va maintenant aborder la troisième question. Donc, comment est pensé le rôle de l'école dans la transition? Donc, je vous l'ai déjà évoqué tout à l'heure, hein, les questions se rejoignent. Donc, moi, j'ai récolté pas mal de propos d'enseignantes qui me disaient bah, je ne fais pas mon vrai métier, enseigner. Et donc, elles sont tout le temps tiraillées dans cette tension entre à la fois prendre soin des enfants et en même temps les scolariser. Alors, j'ai pas eu envie de m'être éduquée, hein. Au départ, j'ai beaucoup chipoté avec ce terme éducaré, donc je pensais mettre care et éduquer, mais pour moi, éduquer comprend évidemment le fait de prendre soin de l'enfant. Et on voit bien dans leur discours qu'il y a vraiment cette volonté, cette idée de les instruire, de les scolariser. Et donc, elles se sentent prises entre deux pôles. Et cette tension-là, j'ai essayé dans mon travail de thèse de pouvoir un petit peu les comprendre et de comprendre les différentes postures qu'elles pouvaient avoir. Et donc, ces postures-là, elles peuvent passer d'une posture à l'autre en cours de journée, hein. Elles ne sont pas statiques, évidemment. Et sur base de mes données, j'ai pu identifier un peu quatre postures face à cette tension, à ce dilemme entre prendre soin et scolariser. Tout d'abord, une première posture, c'est de scolariser pour prendre soin. Et donc, c'est un peu cette idée qu'elles ont, principalement avec les enfants issus des familles populaires, que quelque part, les scolariser, les sortir de leur famille, leur permettre de manger sainement, leur permettre de ne pas être devant les écrans. Et donc, les scolariser, en fait, c'est prendre soin d'eux. Donc on les scolarise pour prendre soin d'eux, puisqu'en fait, dans le milieu familial, on ne sait pas prendre soin d'eux correctement. Évidemment, tout ça en lien avec les normes culturelles qu'elles ont en tête et qui seraient considérées comme étant la seule culture légitime, la culture scolaire. C'est aussi le fait de pouvoir organiser des routines et des activités structurantes qui vont être considérées comme des leviers de structuration. Et dans nos classes, on peut voir que les enseignantes multiplie les rituels et les routines et les petites chansons pour réobtenir le calme, etc., la théâtralisation pour capter l'attention des enfants. Et finalement, en fait, tous ces rituels deviennent finalement une forme de scolarisation pour les faire entrer coûte que coûte dans les apprentissages. Et donc, elles multiplient les moyens pour pouvoir capter leur attention. Donc, on voit un petit peu ce dilemme entre scolariser pour prendre soin. Une deuxième posture que j'ai pu observer, c'est prendre soin pour scolariser. C'est exactement ces enseignantes qui nous disent, mais vous savez, en fait, tant qu'ils ne sont pas bien, ils ne peuvent pas rentrer dans les apprentissages. Et donc, rassurer l'enfant, lui offrir une présence attentive, etc., est un préalable aux apprentissages. Ça, c'est quelque chose sur lequel elles reviennent assez régulièrement. Ensuite, il y a une troisième posture qui serait de faire coexister soins et scolarisation, mais sans une articulation explicite, donc de manière un peu juxtaposée. Il y a des temps pour le soin, donc on va passer, par exemple, une enseignante, les enfants passaient 6 fois aux toilettes sur la journée, donc c'était dédié, ce travail était dédié à la péricultrice, et donc finalement, on voit deux registres, hein. Ces deux registres-là, ils coexistent bien dans la classe, mais ils sont juxtaposés et établis dans un planning bien identifié de tâches à accomplir, avec des temps pour le soin et puis des temps pour les apprentissages. Et puis alors une quatrième posture que j'ai pu mettre en évidence, c'est finalement considérer que scolariser, c'est prendre soin, et prendre soin, c'est scolariser. Et donc finalement que les gestes pédagogiques sont aussi des gestes de care, et les deux sont intimement liés. Et donc voilà, comme je l'ai dit, hein, ces postures, elles sont pas mutuellement exclusives, et une même enseignante va pouvoir passer d'un à l'autre au cours des moments de la journée, de l'ambiance dans sa classe, etc. Et cette ambivalence, hein, cette tension, bah, elle est évidemment renforcée par une formation qui est très peu, qui les outille très peu à prendre en charge ce care. Euh, du côté du contexte vaudois, la transition, elle semble peu pensée comme appartenant à l'école. On est plutôt dans une logique de se dire que ça appartient plus à la famille et à l'enfant, que l'enfant doit s'adapter. Euh, Par contre, elles évoquent quand même des tensions dans l'école qui font que c'est compliqué, cette transition. Une des tensions qu'elles nomment, c'est vraiment l'injonction en matière scolaire. C'est vrai qu'elles sont passées d'un plan d'études qui était celui de l'école enfantine, qui était par domaine. Il y avait le domaine moteur, le domaine perceptif, le domaine langagier, le domaine social. Et puis où elles étaient très libres finalement dans la stimulation des enfants dans ces différents domaines.
à un plan d'études qui est français, maths, connaissances de l'environnement, sciences humaines et sociales, etc., ou qui est vraiment très, très académique comme ça. Donc, ce qu'elles disent, c'est que cette transition est freinée ou perturbée par finalement ces enseignements scolaires où ça devient de plus en plus scolaire, de plus en plus axé sur des branches avec moins d'activités transversales, moins de choses comme ça. Et du coup, ça, bah, ça serait un indice que finalement, cette transition, elle est plus freinée par l'école que facilitée. Et puis en même temps, il y a un autre courant qui se passe dans l'école, c'est que pendant longtemps, les cadres scolaires ont refusé de donner de l'aide aux enfants à besoins particuliers dans l'école enfantine, en disant bah, c'est l'école enfantine, de toute façon il n'y a pas de notes, il n'y a pas d'évaluation, donc les enseignantes se débrouillent entre guillemets avec. Et là, c'est assez récent qu'elles obtiennent de l'aide déjà en classe enfantine pour des enfants à besoins particuliers. Donc, c'est le deuxième mouvement qu'elles décrivent. Elles disent, ah, mais il y a quand même quelque chose qui se passe mieux dans l'école, c'est-à-dire qu'on prend plus en compte les différences, on obtient de l'aide, il y a un soutien pour les enfants différents, etc. Euh, et elles mettent là-dessous quelque chose qui faciliterait la transition de ces enfants vers l'école. Donc, il y a cette forme d'antagonisme où, d'un côté, bah, il y a cette primarisation qui fait que la transition est problématique, mais que d'un autre côté, pour certains enfants qui ont du soutien, bah, peut-être que l'école elle a des pratiques transitionnelles qui sont de meilleure qualité. Alors, à partir de mes résultats, ce que je vois est extrêmement complémentaire à ce qui vient d'être dit, parce que si on sort notamment peut-être des particularités des enfants pour lesquels il y a des mesures de soutien mises en place particulières parce que besoins éducatifs particuliers, de manière plus globale, euh, ce que je perçois et voilà, qui fait écho à tout ce que j'ai dit jusque-là, c'est en termes de rôle de l'école dans la transition, c'est des enseignantes qui cherchent à accompagner la transition, mais qui ont un sentiment d'impuissance, on va dire de puissance très limitée, et surtout de pouvoir d'agir très limité, à réellement pouvoir influencer ce processus de transition, agir sur les choses si ce socle de compétences de base de l'enfant que j'évoquais avant n'est pas présent. Et bah, c'est résumé dans une situation, alors, je crois que c'est un peu petit, donc je vais peut-être vous la lire. Mais c'est une... Alors, c'est pas une enseignante du terrain qui me dit ça, mais c'est un discours que j'ai beaucoup entendu des enseignants du terrain. Puis là, c'est intéressant, c'est dans la recherche auprès des cadres. Et c'est une cadre de l'école fribourgeoise qui est en charge du dossier de la transition de l'entrée à l'école et qui est au contact régulier avec ses enseignantes de première année et qui lui remonte aussi ses griefs, cette souffrance que j'évoquais avant et qui dit, mais les enseignantes, ces enseignantes, aujourd'hui, elles ont compris qu'il fallait différencier. C'est pas qu'elles veulent pas différencier, c'est pas qu'elles veulent faire la même chose pour tout le monde absolument, puis qu'elles n'ont aucune sensibilité là-dessus. Mais, je reprends ces mots, si la mission de l'école, c'est l'égalité des chances, pour ces enfants, ça les fait paniquer parce qu'elles disent, pour eux, on ne fait pas ce qu'on doit faire. Oui, on va les chercher où ils sont, mais c'est tellement compliqué. En gros, il y a un décalage tellement important qu'on ne va pas pouvoir les amener au niveau des autres élèves. Donc, il y a vraiment ce sentiment, ben, notre rôle, oui, il est là d'essayer d'accompagner cette transition, de faire des choses, d'essayer de prendre en compte les différences interindividuelles, mais finalement, notre marge de manœuvre, elle est quand même relativement limitée, et il y a un moment donné où ça dépasse ce qu'on peut faire. Alors, loin de moi l'idée de dire que c'est facile, évidemment, et puis qu'on va pouvoir résoudre cette question de l'égalité des chances d'un claquement de doigts, alors que ça fait des décennies qu'on travaille autour. Mais là où ça m'interpelle, c'est que ça se traduit, à mon sens, aussi par une vision relativement limitée des pratiques de transition. C'est-à-dire que quand je les interroge sur ce que sont des pratiques de transition, ou d'autres travaux de recherche l'ont montré aussi à ce propos, c'est que cette vision est aussi assez limitée. Et en général, ce qui va ressortir dans leur vision, c'est des pratiques de transition ou d'accompagnement de la transition qui se réduisent à quelques mesures extraordinaires mise en place de manière collective, vraiment dans les tout premiers jours d'école, hein. Cette vision que tu disais, de toute façon, la transition, c'est les premières semaines, c'est grand maximum jusqu'à octobre et aux vacances d'octobre. Et puis, parallèlement, ben, en creusant dans les entretiens, elles mettent en place plein d'autres choses pour essayer de faire entrer les élèves les plus en difficulté, qui ont besoin de plus de temps dans le fonctionnement scolaire, dans le rôle d'élève, sur toute la durée de la scolarité avec certains, y compris tout le long de la première année et même de la deuxième.
Mais c'est plus vu comme des pratiques de transition. C'est pas vu comme des pratiques d'accompagnement de transition. C'est plutôt vu comme des mesures compensatoires qu'on n'aimerait ne pas avoir à mettre en œuvre. Mais à aucun moment c'est pensé comme des pratiques qui pourraient faire partie de la professionnalité, du rôle même de ces enseignantes des premiers degrés, et puis qui pourraient être une manière vraiment de défendre cette identité d'un espace de transition qu'elles revendiquent à d'autres moments. Donc on retombe sur ce paradoxe là-dessus, et sur cette perception, à mon sens, un peu limitée de ce que peut faire l'école dans la transition. On en arrive à notre dernière question. Alors, comment la transition vers l'école constitue un processus où les inégalités socio-éducatives se renforcent ou se réduisent? Vous l'aurez déjà plus ou moins compris hein, dans nos propos précédents, donc on va aller très très vite sur cette question. Pardon, je crois que c'était moi qui commençais. Oui. Excuse-moi, Mais enfin, Sandrine, qui commence. Excuse-moi, Sandrine. Bon, voilà. Si on va repérer un petit peu les différents indices finalement pour essayer d'avoir un regard là-dessus, il y a déjà le premier indice où elles perçoivent des élèves plus difficiles et qui les mettent en difficulté. Ça, elles le mettent pas mal en regard en disant mais je ne sais pas quoi faire pour certains de ces élèves. Donc ça voudrait bien dire que finalement cette école, elle renforce les inégalités ou en tout cas elle n'est pas capable de les réduire puisqu'on ne sait pas quoi faire face à ces élèves qui nous posent problème. Ensuite, il y a des évolutions dans l'école qu'elle pointe comme étant problématiques. Euh, il y a des pratiques qui diminuent, comme les pratiques du jeu, comme les pratiques du mouvement, etc. Le domaine corps et mouvement, qui faisait partie de l'ancien plan d'études école enfantine, dans le nouveau plan d'études, il y a éducation physique et sportive. Mais tout le reste qui était du travail de l'équilibre, de la coordination, de la dissociation, de la latéralité, de la motricité fine, etc., tout ça, il n'y a plus. Donc, ils disent il y a une disparition comme ça de certains éléments qui étaient pris en compte, qui étaient travaillés, qui étaient en soutien au développement de l'enfant, qui disparaissent au profit de pratiques plus primarisantes. Et ce qu'on voit poindre maintenant, c'est de l'évaluation formelle. Il y a des directions d'établissement qui commencent à demander que à un moment donné, on teste les compétences qu'ils ont au niveau de la motricité fine de l'écriture, qu'on teste les compétences qu'ils ont en mathématiques, etc. Toujours dans cette idée du passage en 3P. Et du coup, là, on arrive avec des pratiques qui vont renforcer encore plus finalement les inégalités. Et puis d'un autre côté, elles disent aussi que via l'aide qu'elles peuvent avoir d'enseignants spécialisés, d'éducateurs spécialisés, etc., bien, il y a quand même des choses qui se construisent dans une manière de plus prendre en compte le vécu de l'enfant et plus l'accompagner vers les apprentissages. Et elles perçoivent quand même quelque chose qui se construit là, qui est plus de l'ordre de comprendre les besoins de l'enfant et l'accompagner vers l'apprentissage. Donc on a de nouveau quelque chose d'un peu ambivalent, mais quand même un gros souci du côté des inégalités. Alors, vous l'aurez compris, hein, chez nous aussi, la transition, elle est quand même un révélateur des inégalités socio-éducatives, et ce, dès le départ. Je ne vais pas revenir sur tous les points qui sont sur la dia pour accélérer un peu, mais il me semble quelque chose qui illustre bien ce phénomène, c'est que chez nous, l'accueil des jeunes enfants va se faire de manière différenciée en fonction de ce que les parents vont demander. Et donc, on a par exemple des parents dont leur enfant a fréquenté une structure éducative avant l'école, donc qui a été en crèche par exemple, où là, ils ont bénéficié d'une familiarisation. Donc chez nous, la familiarisation, elle est légiférée, c'est 10 jours minimum pour tous les enfants qui arrivent en crèche. L'ONE impose cette période de familiarisation. Et donc, arrivée à l'école, en fait, tout naturellement, elle pose la question aux enseignantes. Et donc, comment ça se passe la familiarisation ici? Et ces familles vont demander, si jamais c'est pas organisé par l'école, à pouvoir, et ça ne l'est pratiquement jamais, à pouvoir bénéficier d'une période de familiarisation. Mais évidemment, quels sont les parents qui font cette demande? Les parents qui ont connaissance de ces pratiques et donc dont l'enfant fréquentait une structure éducative avant. Évidemment, c'est des parents avec un niveau socio-économique plus élevé, et c'est aussi des parents qui se sentent légitimes de pouvoir faire des demandes à l'école, ce qui ne va pas de soi, puisqu'on sait que les parents des milieux populaires vont souvent se tenir un peu à la marge de l'école, souvent par peur, parce qu'eux-mêmes n'ont pas nécessairement vécu bien leur scolarité. Voilà, le reste, je l'ai déjà évoqué.
Oui, en fait, on a déjà dit beaucoup de choses, donc je ne vais pas revenir non plus sur tout ce qu'on a dit, mais moi, je vais peut-être revenir sur cette idée de déjà comment concevoir la transition, peut-être plus dans l'idée de penser cette entrée à l'école dans une logique de réduction des inégalités et puis comme un espace peut-être de réduction des inégalités. Pour revenir sur ce que j'évoquais avant, c'est clair que, à mon sens, ce qui est nécessaire, c'est de sortir de cette approche séquentielle de la transition, hein, qui va avec ce regard normatif sur ce qui est attendu, pour aller, alors je pense notamment aux travaux sur la transition d'entrée à l'école de Dockett et Perry, de chercheurs australiens qui ont beaucoup travaillé sur cette question-là et qui proposent une approche, d'aborder la transition dans une approche plus processuelle, dynamique, interactionnelle. Et c'est ce qui manque à mon sens. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire du coup penser les deux facettes de la transition. Donc la transition, elle se prépare pas seulement en aval, mais qu'elle s'accompagne en amont, et puis pas seulement les 2 premières semaines ou les 2 premiers mois, et puis que certains enfants ont besoin de ces 2 premières années pour rentrer peut-être dans le, dans le fonctionnement scolaire et ont besoin de davantage de ressources que d'autres. Une approche peut-être interactionnelle de la transition ou collaborative, on pourrait dire aussi, ça veut dire aussi peut-être collaborer entre les acteurs. Et puis il y a tout un ensemble de travaux, dont ceux de Marie, sur les pratiques de transition, qui soulignent aussi l'intérêt de sortir de cette vision que les pratiques de transition, ce seraient les mêmes pour tout le monde de manière collective. C'est accepter que les parents viennent en classe les 2 premières semaines et pas plus loin. Alors, je ne dis pas que ça aide pas de faire ça, mais à un moment donné, il y a des enfants pour qui ce passage est peut-être plus difficile, et puis il faut aller dans quelque chose de plus flexible, de plus co-construit avec l'enfant, avec les parents, etc. Mais ça doit certainement aussi peser, ça, pas sur les seules épaules des enseignantes. Et si elles sont prises dans ces paradoxes, avec une pression de rendre des élèves prêts au bout de la 2e année, qui sont aux normes, etc., qu'elles sont sous l'eau, comme dans l'exemple de la classe que tu évoquais avant, ça devient difficile de leur demander d'imaginer ça. Donc évidemment que ça renvoie à une question de responsabilité partagée, à mon sens, autour de cette question de la transition à l'école, mais responsabilité partagée, par exemple, entre enseignants, parents, acteurs du préscolaire, et puis aussi au niveau de la gouvernance. Alors, je suis déjà un peu parti là-dessus, mais, et puis le rôle de la formation et de la recherche. Alors, je ne sais pas. Moi, je propose de lancer la discussion à partir de ça. On avait encore prévu de conclure. Après notre 4 questions, on s'est dit on n'a pas eu la place pour dire assez de choses. On va encore mettre une conclusion. On fait encore un tour de table. Mais je propose qu'on ne le fasse pas, mais peut-être vous expliquer comment on l'avait prévu, parce que je pense qu'on a déjà dit la plupart des choses qu'on voulait dire là-dedans. Et puis que ça permet peut-être d'ouvrir la discussion avec vous. Alors, vous n'êtes pas nombreuses, mais vous avez peut-être plein de choses super intéressantes à nous partager et on serait ravis de ça. En gros, je pense que vous l'avez compris, hein, on voit dans ce qu'on repère d'enjeux, ça va du niveau des pratiques enseignantes au niveau de la gouvernance institutionnelle, au niveau des collaborations interservices, etc. Donc, aux 4 niveaux de ce que constitue, alors si on se base sur les travaux notamment de Michel Van den Broek, hein, qui fait une conférence demain, et de Mathias Urban, sur l'idée de système compétent, hein, c'est-à-dire que pour penser un système compétent, il faut s'intéresser à ces 4 niveaux, hein, aller à la fois du niveau très micro des pratiques enseignantes, de tout ce qui touche peut-être plus le pilotage au sein des écoles, de la direction d'école, du leadership pédagogique, euh, au sommet la gouvernance institutionnelle, puis peut-être entre deux aussi, on le voit bien autour de la question de la transition, hein, et avec les acteurs de la petite enfance, de l'école, du soutien à la parentalité, des parents aussi, ce qui est plus des collaborations interinstitutionnelles. Donc, on ouvre la discussion là-dessus, hein, on veut dire, voilà, nous, on va peut-être rebondir sur des choses à assez différents niveaux, donc on peut laisser ce graphique, mais surtout, peut-être sur la base de ce qu'on a apporté, on serait ravis si vous avez alors, on répond volontiers à des questions, mais on veut aussi bien entendre vos regards sur ce qu'on a surtout souhaité amener à la réflexion d'un grand public. C'est pas la quantité